Alors, je me présente, je suis maître de conférence en géographie à l'Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense. Je m'appelle Henri Desbois et mon sujet de travail, mon sujet de recherche, c'est les rapports entre la technologie et l'espace, et en particulier nos conceptions de l'espace. Et ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de regarder un petit peu, à partir d'un exemple précis, qui est l'exemple de William Gibson, comment ce qu'on appelle en gros les sciences humaines en général peuvent s'intéresser à la culture populaire en général et à la science-fiction en particulier. Et je vais en gros essayer de vous démontrer que notre vision du monde et le monde dans lequel on vit est aussi créé par la fiction. C'est-à-dire que la fiction influence directement les évolutions sociales, techniques, économiques, politiques. D'ailleurs, on en a eu un exemple dans la première partie de cette conférence avec l'histoire des robots, qui ont d'abord été imaginés par la science-fiction, puis ensuite créés par des gens qui les ont fabriqués. Pas forcément d'ailleurs exactement comme la science-fiction les avait imaginés. Alors ça, c'est un premier point, comment la science-fiction est une inspiration pour l'évolution de notre monde. Et puis, deuxième chose, j'essaierai de montrer aussi que la science-fiction, en l'occurrence William Gibson, façonne non seulement les évolutions du monde, mais notre conception du monde. Et la question à laquelle je réponds, c'est finalement, dans quel monde vivons-nous? La réponse est aussi dans un monde de fiction. Alors pourquoi je choisis de faire ça à partir de William Gibson? Eh bien, parce que je pense que c'est un des auteurs de science-fiction les plus influents de ces 30 dernières années, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, je vous mets ici à l'écran quelques repères à la fois biographiques et bibliographiques sur William Gibson. C'est un auteur de nationalité américaine qui vit aujourd'hui au Canada, à Vancouver. Il est né en 1948. Donc, si vous connaissez un petit peu votre histoire de la science-fiction, ça le place dans une génération qui est plutôt la génération hallucinée, que je distingue de la génération alcoolique, qui était la génération précédente des auteurs de science-fiction. Et il est connu surtout pour son roman paru en 1984, qui s'appelle Neuromancien, qui est en gros la matrice de tout ce qui a été le mouvement cyberpunk par la suite, même si je vous montrerai qu'il y a eu des prédécesseurs et qu'il n'a pas tout inventé dans le Neuromancien. Les autres repères que j'ai notés, c'est Lumière virtuelle, qui est un roman d'anticipation un peu plus sur une période un peu plus proche, c'est censé se passer au début du XXIe siècle, et qui est un roman qui ouvre un cycle sur San Francisco, qu'on appelle quelquefois le cycle du pont, intéressé surtout par des problèmes sociaux et urbanistiques. C'est pour ça d'ailleurs que William Gibson a souvent retenu l'attention des urbanistes et aussi des géographes. Et puis, j'ai indiqué ces 3 derniers romans. Identification des schémas en 2003, code source étrangement traduit de l'anglais Spook Country, donc le pays des espions plus ou moins, en 2007, et puis 2010, Zero History, alors pas de titre français parce qu'il n'est pas traduit pour l'instant. Ces 3 derniers romans ne sont plus à proprement parler de la science-fiction, mais relèvent du genre qu'on pourrait appeler le techno-thriller contemporain. Alors, pourquoi je dis que William Gibson est l'auteur de science-fiction le plus influent de ces 30 dernières années? Eh bien, notamment en raison de Neuromancien. Neuromancien, roman donc paru en 1984, ça c'est la couverture d'une édition anglaise récente. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un hacker, c'est le premier grand personnage de hacker, qui affronte dans un futur assez lointain, 2100 et des poussières, je ne me souviens plus exactement de la date, la mafia, les grandes corporations, le monde entier, en comptant beaucoup sur ses talents de hacker informatique et en se connectant sur le réseau des réseaux à partir de prises neuronales et en accédant à ce que dans ce roman-là on appelle le cyberespace. Le cyberespace étant un mot inventé par William Gibson pour désigner
une forme d'interface qui permet d'accéder aux ordinateurs en réseau et à toutes les données des ordinateurs en réseau. La citation, la description du cyberespace par William Gibson est extrêmement connue. Alors le mot apparaît en fait dans une nouvelle qui paraît 1 an avant Neuromancien, mais voici la première description véritablement du cyberespace. Le cyberespace, une hallucination consensuelle vécue quotidiennement en toute légalité par des dizaines de millions d'opérateurs dans tous les pays, par des gosses auxquels on enseigne les concepts mathématiques, représentation graphique de données extraites des mémoires de tous les ordinateurs du système humain, une complexité impensable, des traits de lumière disposés dans le non-espace de l'esprit, des amas et des constellations de données, comme les lumières de la ville dans le lointain. Alors cette dernière phrase, comme des lumières de la ville dans le lointain, ça fait référence notamment au paysage urbain nocturne de l'Amérique du Nord et en particulier à Los Angeles Nocturne, qui a fourni un petit peu la matrice graphique des représentations de fiction du cyberespace. Alors pourquoi cette description du cyberespace et cette idée est importante? Eh bien parce que 1984, nous sommes quand même une bonne dizaine d'années avant que l'Internet grand public se déploie véritablement, et les réseaux informatiques à cette époque-là existent, mais ne sont en gros utilisés que par les laboratoires, les universités, les militaires éventuellement, pour certaines transactions financières, mais il ne s'agit pas du tout de quelque chose dont des millions d'utilisateurs font quotidiennement l'expérience. Et il n'y a pratiquement pas d'interface graphique, essentiellement ce sont des interfaces en mode texte et en ligne de commande. Il n'y a pas de web. L'Internet, si on veut, existe déjà, mais le web pas encore. Donc on a des protocoles de communication et surtout des interfaces qui sont extraordinairement rudimentaires par rapport à ce qu'on connaît par la suite. Et cette idée d'un cyberespace qui serait un lieu virtuel de communication, alors l'idée d'un espace virtuel, c'est pas quelque chose que Gibson invente du tout, hein. C'est, si je reviens un petit peu en arrière dans l'histoire de la science-fiction, non, c'est bien ça, des idées d'espace simulé, ça existe depuis assez longtemps. Par exemple, Simulacron 3, qui est un livre de Galouille, je ne sais pas comment ça se prononce, mais vous voyez comment ça s'écrit, paru en 1963, qui a donné lieu à une adaptation assez curieuse dans les années 70, je crois bien que c'est par Fassbinder d'ailleurs, décrit un univers virtuel qui est une simulation de ville à l'intérieur de laquelle des agents autonomes servent à faire des sondages, en fait. Parce que les gens ne supportent plus dans ce roman de science-fiction qu'on les sonde perpétuellement pour un oui ou pour un non. Donc on fabrique une ville virtuelle à l'intérieur d'un ordinateur et puis on sonde les agents simulés, les citoyens simulés. Et on a comme ça des résultats. Et puis le problème, c'est que ces agents simulés, ils finissent par s'autonomiser et à ce moment-là, ça se passe pas très bien parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ils s'aperçoivent qu'ils sont simulés. Et alors là, ça les perturbe. Et donc, là, on a déjà l'idée d'un univers virtuel complet, etc. Mais c'est une simulation qui n'est pas destinée à accéder à l'information. En revanche, True Names, qui est une longue nouvelle, vraiment un roman de 1982 par Werner Vinge, décrit un univers virtuel qui est d'ailleurs inspiré par l'univers des jeux de rôle, en particulier médiéval fantastique, un peu genre Donjons et Dragons, qui sert d'interface d'accès à des informations en réseau. Et vous voyez ici la couverture d'une édition de True Names de 2001, c'est-à-dire une réédition relativement récente, et vous voyez que c'est sous-titré « And the Opening of the Cyberspace Frontier », c'est-à-dire qu'on voit dans Werner Vinge le précurseur de l'idée de cyberespace. Mais ce que Werner Vinge n'avait pas inventé, c'est le nom. Et c'est vrai que le mot cyberespace, tout à coup, créé par Gibson, alors à partir justement de cyber, on a parlé de l'origine du mot cybernétique. Il faut voir qu'aujourd'hui, cybernétique, ça a un côté un petit peu vieillot, mais des années 50 aux années 70, on peut dire que la cybernétique, ça a été la grande affaire du discours sur les technologies en général.
Et donc, tout ce qui pouvait avoir le préfixe cyber paraissait moderne, futuriste, etc. Ce qui est amusant, c'est qu'au moment où Gibson récupère ce préfixe cyber pour forger un petit peu, lui il dit qu'il l'a fait un petit peu comme ça, presque par hasard, pour forger le mot cyberespace, la cybernétique est déjà plutôt sur le déclin et qu'il rafraîchit en gros le préfixe cyber en le détachant du mot cybernétique pour former donc le mot cyberespace, cyberspace donc en anglais, et ce mot a immédiatement un succès phénoménal auprès notamment, et c'est là que je veux en venir sur la façon dont la science-fiction peut influencer notre monde, le monde de la technique, le monde social, le monde politique, etc. Ce mot est immédiatement approprié, notamment par la communauté des ingénieurs en informatique qui travaillaient au développement du réseau, à la fois au développement des protocoles et au développement des machines. Et c'est pas un hasard parce que il se trouve que sociologiquement, vous savez qu'un des grands publics de la science-fiction, qui est quand même plutôt une littérature de niche, hein, bon, la science-fiction au cinéma c'est quelque chose qui est tout à fait grand public, la littérature de science-fiction c'est quelque chose qui a un public un petit peu étroit, on sait en gros aux États-Unis des hommes blancs, jeunes, plutôt éduqués, ce qui recoupe assez bien sociologiquement le milieu des ingénieurs en informatique. Et si vous regardez les premières listes de discussions non techniques qui existent sur le réseau, ce sont des listes sur la science-fiction. Les listes qui se développent notamment, qui sont très actives dans les années 80. Et du coup, lorsqu'ils lisent Neuromancien, qui a un succès tout à fait considérable pour un livre de science-fiction, il a la même année le Nebula, le Hugo, enfin tous les prix qui se comptent dans le domaine de la science-fiction. Il dit « Ah mais oui, mais ce que Gibson décrit là, c'est ça qu'il faut faire, ce cyberespace. Bon, bien sûr, on ne va pas se brancher des électrodes directement dans le cerveau, enfin pas tout de suite, pour accéder à un univers virtuel, puisque c'est le mode d'accès qui a été choisi pour le cyberespace, mais ça décrit tout à fait ce à quoi on voudrait arriver. Et ça, c'est une représentation du graphique du cyberespace par un film. Bon, vous connaissez sans doute ce film, Johnny Mnemonic, qui est un des films les plus mal aimés probablement de la filmographie de science-fiction des années 90, mais graphiquement, ça traduit assez bien ce que Gibson imaginait. Et de leur côté, les ingénieurs en informatique, dans les premières années du web, se sont dit, mais oui, c'est tout à fait ce genre d'interface qu'ils voudraient développer. Et voici une expérience donc d'une interface de navigation qui s'appelait CoSpace, développée par AT&T, les laboratoires AT&T dans le courant des années 90. Et vous voyez que ça ressemble d'ailleurs au... Comment ça s'appelait la démo précédente le No Museum. Voilà, ça ressemble un petit peu au No Museum, donc c'est des idées qui sont assez dans l'air. Et c'était l'idée que virtualiser l'espace de l'information, c'était effectivement un moyen d'en simplifier l'accès. Alors après, il se trouve que les capacités graphiques, notamment des ordinateurs dans les années 1990, et puis la bande passante disponible effectivement sur le réseau, n'était pas tout à fait suffisante pour que ça fonctionne. Donc, on a une récupération de l'idée de cyberespace dans le monde des ingénieurs informatiques, mais aussi, c'est tout à fait la façon dont les chercheurs en sciences sociales se mettent à envisager le réseau des réseaux et d'une certaine façon les études qu'on peut faire sur ces nouvelles technologies. Et lorsque apparaissent ce qu'on a appelé les cyber studies aux États-Unis, eh bien assez naturellement, un des premiers ouvrages parus sur les cyber studies, il est titré Cyberspace et First Step, c'est-à-dire que là, Gibson, qui d'ailleurs je crois a participé à ce volume-là, est tout à fait vu comme une espèce de prophète du monde virtuel futur. Bien, ça c'est pour la postérité du cyberespace tel qu'il apparaît dans Neuromancien. Mais alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, cyberespace, ça fait presque vieillot. On en parle, c'est passé dans le langage commun, mais on n'en est plus à imaginer des interfaces où on se connecterait pour naviguer dans une réalité virtuelle, encore que.
Mais William Gibson lui-même a constaté que, d'une certaine façon, alors pas pour le cyberespace, mais pour le développement des réseaux, de l'électronique, l'emprise de la technologie sur le monde, il a été rattrapé par la réalité. Et alors c'est assez amusant la réaction qu'il a eue. Il a arrêté, en apparence, d'écrire de la science-fiction. C'est-à-dire qu'il écrit maintenant, comme je vous l'avais montré au début, du techno-thriller contemporain. Pourquoi ? Parce que dans les années 80, il racontait des histoires de bonshommes qui vivaient des aventures en étant connectés perpétuellement sur le réseau informatique. Bon, il continue d'écrire la même chose, sauf que ça n'a plus besoin d'être situé dans le futur, c'est situé dans notre monde. Mais de manière assez intéressante, dans ses derniers romans, et en particulier dans son avant-dernier roman, qui s'appelle Spook Country, mais qui a été traduit, comme je vous l'ai dit, par Code Source, ce qui l'intéresse, c'est la géolocalisation. Et c'est un roman qui porte en particulier sur des œuvres d'art virtuelles, dites art locationnel, dont vous avez ici un exemple tiré du monde réel, une œuvre à Madrid, qui a été exposée à Madrid en 2008. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des œuvres d'art en réalité virtuelle auxquelles on accède à partir de coordonnées géographiques, soit en utilisant des lunettes de réalité virtuelle, soit en utilisant simplement un smartphone. Vous regardez le paysage et l'œuvre d'art apparaît à son endroit en se superposant au paysage réel à travers leur smartphone. Et que dit Gibson à propos de cette prolifération des techniques ayant recours à la géolocalisation, dont l'art locationnel ici n'est qu'un exemple. Il dit c'est un retournement ou un déversement du cyberespace dans le monde que l'on habite, en quelque sorte. Pourquoi dit-il ça? Parce que, entre autres choses, ce qu'il appelle la grille du GPS, c'est-à-dire la possibilité d'assigner des coordonnées, et des coordonnées finalement c'est une adresse numérique, un petit peu comme, je ne sais pas moi, l'adresse IP d'une machine, à tout point de l'espace. Et donc, tout point de l'espace se voit assigner son correspondant dans le monde virtuel, et c'est ainsi que le cyberespace, selon Gibson, à travers ces technologies de géolocalisation, se généralise et s'étend à tout l'espace que l'on habite, à travers notamment ces systèmes de coordonnées qui d'ailleurs quelquefois étaient déjà inscrits eux-mêmes dans l'espace. Vous avez ici un exemple du cadastre de je ne sais plus quel État. C'est de Wisconsin, bon d'accord, qui imprime donc cette régularité carrée sur le paysage, quelque chose qui est très manifeste dans le paysage américain, puisque vous avez ici une photo aérienne de Los Angeles, du côté de Romaine, qui est un des lieux de l'action de Spook Country. Et ce que fait le GPS, c'est étendre cette grille qui était déjà visible dans une partie du territoire à travers la disposition des rues, à travers le cadastre, à l'ensemble de la planète, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'extérieur à la grille. Et on se retrouve dans une figure qui peut évoquer une autre forme de grille, qui est la grille de la réalité virtuelle, telle qu'elle est représentée par exemple dans le film Passé virtuel de Joseph Rusnak, film de 1999 qui n'a pas eu le succès qu'il méritait parce qu'il a eu le malheur de sortir en même temps que Matrix, mais qui en gros met en scène justement une adaptation du livre de Galouille de 1963 dont je vous parlais tout à l'heure, donc le Simulacron 3, et dont un des enjeux est de se demander quelle est la différence entre un monde simulé et un monde réel. Et ce que Gibson explique à propos de la virtualisation du monde à travers les techniques de géolocalisation qui sont à la fois une extension du cyberespace et puis qui, à travers les terminaux mobiles, donnent un accès instantané au cyberespace en tout lieu, c'est que justement, la fusion entre le monde virtuel et le monde matériel est de plus en plus poussée. Et donc, je pense que les derniers romans de Gibson, en fait, poursuivent une veine qu'il avait entamée à nos romanciens, qui porte sur la réflexion des rapports qu'il y a entre l'espace géographique et les technologies numériques. Et je vous invite, pour en savoir plus, donc, à lire les romans récents de William Gibson, qui, à mon avis, sont aussi intéressants ou plus intéressants que les premiers romans qui ont été très abondamment commentés.